Bonjour à tous, Maxime Tardif de l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. Vous voyez, je suis un petit peu coité là, mais je reviens de courir, voilà. Je suis là pour vous présenter mon invité cette semaine, qui est Sébastien Sasseville. Sébastien Sasseville, c'est un gars que je connais depuis longtemps. C'est un ami à moi du Cégep. Et on se connaissait au Cégep dans des vies différentes parce qu'on était tous les deux actifs, mais pas aussi actifs que maintenant. Et je connaissais Sébastien sans le diabète. Sébastien est devenu diabétique type 1 à l'âge adulte, mais au lieu de voir ça comme un obstacle, il en a fait un grand tremplin pour relever un paquet de défis dans sa vie. Il a été le premier diabétique type 1 à monter l'Everest. Il a fait beaucoup d'Ironman, il a fait le marathon du désert, qui est un ultramarathon, et maintenant il fait de l'ultra cycling. Donc, il a tenté d'être le cycliste qui a traversé le Canada le plus rapidement en vélo cet été. Évidemment, après quelques jours, pas évidemment, mais pour vous donner le punch un peu de l'entrevue, Sébastien n'a pas réussi à battre le record, mais a transformé cette aventure-là en quelque chose de plus grand encore, parce qu'évidemment, c'est un travail d'équipe, c'est une grosse opération à préparer. Et Sébastien vient nous parler de ça. On parle de travail d'équipe ensemble, de résilience, d'un paquet de trucs. On parle d'immobilier aussi. Mais Sébastien est un gars que j'apprécie énormément, qui inspire beaucoup de gens. Puis j'espère que ça va vous inspirer aussi. Il a été un de mes premiers invités au podcast Les Machines, dont vous pouvez revoir dans nos archives sur notre site web, encore sur iTunes. Donc, il a accepté généreusement de venir encore discuter avec moi. Je l'apprécie énormément. Merci Sébastien d'avoir fait ça. N'oubliez pas les gens de partager nos entrevues, d'aller liker, d'aller mettre des commentaires. C'est notre façon un peu à quelque part, on aime remercier nos fans, les gens qui nous donnent du travail en immobilier, qui nous suivent. C'est une des façons qu'on a trouvé de les remercier en leur donnant des entrevues inspirantes, de leur présenter des gens qui peuvent leur faire peut-être allumer une étincelle pour avoir envie de se dépasser. Alors voilà, donc je vous présente sans plus tarder Sébastien Sasseville. Bonne écoute, n'oubliez pas d'aller liker, mettre un 5 étoiles sur iTunes, ça me fait toujours grand plaisir. Bye bye, à bientôt. Salut Sébastien Sasseville. Je suis super content que tu sois là avec une gorgée d'eau en commençant. On est des amis de longue date, Sébastien, puis on ne se voit pas assez souvent. Fait que j'ai dit, pourquoi pas t'inviter sur notre podcast cette semaine chez l'équipe Tardif pour parler de toi, parce qu'on a déjà fait une entrevue aux machines avec toi. Là, on est rendu ailleurs dans notre podcast. Mais tu as toujours fait des défis vraiment inspirants. Tu es une personne qui a une condition particulière. Puis je pense que ton but, c'est beaucoup de repousser les barrières un peu. C'est drôle parce que ces entrevues-là que je fais sont jamais... je dis pas aux gens que je vais poser telle question, mais c'est là pour avoir une discussion puis inspirer les gens. Puis j'étais avec une de mes courtières ce matin, une de mes futures courtières, puis elle a écouté une entrevue que j'ai faite avec Stéphane Castleman, puis elle a dit « Maxime, j'étais vraiment inspiré. Cette entrevue-là est tombée au bon moment parce que je prenais de l'alcool à cette époque-là. J'ai arrêté de prendre de l'alcool depuis cette entrevue-là. » Fait que toutes les personnes qui viennent parler avec moi, il y a tout le temps quelque chose qui ressort. Fait que Sébastien, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour les gens qui te connaissent pas, parle-nous un petit peu de toi. Tu étais diagnostiqué diabétique à l'âge adulte. Puis après, c'est suivi un paquet d'aventures jusqu'à la dernière que tu as fait. Oui, diagnostiqué avec le diabète de type 1 à l'âge de 22 ans. Donc, c'était pas que je l'étais sans le savoir. Tu deviens, grosso modo, presque du jour au lendemain, diabétique de type 1, avec toutes les implications que ça a. C'est une nouvelle vie. Il y a la vie avant, il y a la vie après. Je porte une pompe à insuline, la gestion du sport. C'est loin d'être simple. Les gens me connaissent beaucoup à cause du sport. Soit dit en passant, j'étais pas sportif ou très sportif, avant le diagnostic. Puis ça n'a pas été non plus une épiphanie. Pour moi, ça a été graduel. Ça a été, je vais faire des changements, je vais faire des choix différents. Puis juste d'embarquer sur ce chemin-là, juste ça a été vraiment puissant parce que j'ai rencontré des gens intéressants. Il y a eu des influences positives qui sont arrivées dans ma vie. Il y a des gens qui m'ont inspiré. Je me souviens des gens comme toi, qui faisaient des Ironman déjà à l'époque, puis moi je voyais tout ça, puis je me disais je peux faire ça, moi aussi. Puis avec la condition, c'est certain que tout ce que j'ai fait, j'ai voulu que ça fasse du bien aux autres. J'ai voulu que les parents d'enfants diabétiques ou que les jeunes adultes qui vivent avec cette maladie-là sérieuse, le message il était simple, comme que tu peux continuer
de faire les choses que tu aimes. Tu peux rêver grand aussi. Je pense que avec l'ascension du Mont Everest, il y avait ça aussi. Tu peux avoir une vie pleine, une vie normale, une vie belle, une vie remplie. Puis si tu veux mettre la barre sur d'autres, ça se peut aussi, là. Donc, le parcours ressemble à ça. Good. Tu sais, en fin de semaine, j'étais avec Jean-Sébastien Drolet. Est-ce que tu connais Jean-Sébastien? Oui. Ben, pas personnellement, mais j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Ben, un peu au même titre que toi, Jean-Sébastien, qu'on salue d'ailleurs s'il écoute ça, faisait 24 heures de course, donc je suis allé courir un petit peu avec lui en fin de semaine pour l'encourager. Vous êtes un peu dans le même combat, hein, parce que être diabétique, honnêtement, c'est vraiment quelque chose parce que c'est sûr que les nouvelles technologies comme les pompes font en sorte que tout d'un coup, ça devient plus facile entre parenthèses à gérer, mais plus gérable. Mais faire du sport de haut niveau avec cette condition-là, il y a vraiment une couche de difficultés supplémentaires incroyable à ça. Puis là, récemment, tu as décidé d'en remettre avec un nouveau défi. Puis je me demandais toujours quand est-ce qu'il va être le prochain défi à Sébastien. Puis là, tu en as fait un, puis tu en as relevé un qui était assez punchy. Peux-tu en parler un peu? Oui. Cet été, j'ai décidé de traverser le Canada à vélo. J'ai essayé de battre le record de vitesse. Donc, pour une traversée à vélo, solo, mais avec une équipe de support de Vancouver à Halifax. Le record est à 13 jours et 3 heures et des poussières. J'ai pas réussi. Je suis arrivé à 15 jours et 17 heures. Ça représente quand même un peu plus que 400 km par jour, 16 jours d'affilée sur le vélo, sans journée de repos, 22 heures par jour sur le vélo. Les photos, je pense que la photo qui a fait le plus réagir sur les réseaux sociaux, c'était la fameuse avant-après. Fait que c'est la chose, tu sais, je pense au Ironman que j'ai fait, à la course dans le Sahara, à la traversée du Canada, à la course que j'avais fait en 2014. Puis là, de le faire à vélo, ça, c'était honnêtement une des choses les plus difficiles que j'ai faites là, dans tout le parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, Sébastien, cette aventure-là? Parce qu'évidemment, tu es connu, tu fais plein de conférences sur tes différents défis. Pourquoi en remettre maintenant? Pourquoi faire ça? Ben, par plaisir. La réponse, elle est super simple, là. Par plaisir, parce que j'aime ça, parce que c'est pas un fardeau pour moi. Tu sais, c'est difficile pendant la course, mais j'adore ces projets-là du début à la fin. Tu sais, le début, quand c'est une idée, la phase de financement, la phase de logistique, bâtir une équipe, diriger une équipe, exécuter ce qu'on a dit qu'on ferait. L'après est super trippant, tu sais, venir rendre ça utile pour les autres. Je trouve ça super important. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, ces projets-là. Ce qui se passait aussi, la fameuse pandémie, je voyais toutes les courses, tu sais, officielles qui allaient être annulées, puis je voulais continuer de me mettre au défi parce que que tu atteignes l'objectif ou non, je trouve qu'on apprend, je trouve qu'on grandit, on crée des souvenirs. Puis les gens, souvent, c'est une question, ça, c'est quand le prochain défi, le prochain challenge, puis la vie est assez comme aller se caler, là, j'ai pas besoin d'en rajouter, fait que c'est pas tant des défis que moi je trouve que c'est des expériences super enrichissantes. Je voulais vivre quelque chose et puis c'est des aventures. Ouais, tu sais. Fait que puis ce qui ressort de tout ça, c'est tellement riche que, écoute, tu sais, j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais donné d'essayer de briser un record, mais tu sais, un record, ça se laisse pas faire, là, tu sais. Fait que je savais que ça allait être super difficile, mais l'expérience au complet, tout ce que j'ai appris, ça, c'est vraiment précieux. Puis même, j'ai pas atteint l'objectif, puis jamais je suis revenu plus inspiré, plus motivé, tu sais, d'un défi que de celui-là. Moi, Sébastien, j'ai une question pour toi. Tu étais parti avec l'idée de battre un record. Il y a un moment donné, puis ça, je pose cette question-là pour un paquet d'entrepreneurs qui nous écoutent. Il y a un moment que tu t'es rendu compte que ça se faisait plus. Parce que le temps et la distance que tu avais à parcourir n'étaient pas suffisantes. Puis un paquet de monde dans la vie, c'est pareil. Ils se rendent compte qu'ils n'atteindront pas leur objectif pour une raison X, Y, Z. Tu as deux choix. Tu continues, tu te rends au bout de pareil, ou tu remballes ton bicycle puis tu retournes à la maison. Ouais. Que tu te souviens de ce moment-là?
Je m'en souviens très bien. Ça a vraiment été difficile. Ça a été difficile pour toute l'équipe là, parce que c'est une réussite collective, cette affaire-là. Fait que tu as des gens passionnés qui ont travaillé sur ce projet-là avec moi pendant des mois, avant ça, puis eux aussi avaient de la peine, eux aussi étaient déçus. Fait que imagine, c'est à peu près au jour 7, puis on n'a pas été gâtés par la météo, puis je me sens vraiment pas de ça comme une excuse, là. Your time is your time, mais ça allait juste pas arriver. Puis au jour 7, les maths ont arrêté de faire du sens. Mais là, imagine, il me reste presque 10 jours à continuer à 22 heures par jour, puis tu t'en souffres une shot, là. Fait que, oui, je me souviens de ce moment-là. Je me souviens d'une belle discussion d'équipe, puis qu'on s'est dit, ben le record, il se passera pas, mais on est retourné à la mission première de cette affaire-là, qu'on voulait faire du bien aux gens. On avait des messages importants à passer à des jeunes, à des adultes qui vivent avec le diabète. Puis c'est se reconnecter avec cette mission-là, ça a été super puissant, ça a motivé tout le monde. Puis, de dire qu'il faut profiter du chemin, puis de journey, puis c'est l'expérience qui compte. C'est toutes des belles citations, ça. Mais quand tu arrives à le vivre vraiment sincèrement, là, mais moi, je l'ai vécu parce que j'ai eu plein de projets qui ont eu du succès. Puis ça, c'est une fois où ça allait vraiment pas comme je voulais. Puis je l'ai tellement savouré, puis on a des pages et des pages de choses qu'on a appris, puis ça m'a inspiré à m'engager à quelque chose pour l'année prochaine. Puis aussi, j'ai dit au chef de l'équipe, il dit « Qu'est-ce que tu veux faire pour la suite? » Puis je me souviens de dire « Je veux que tu me pousses aussi fort que tu peux me pousser jusqu'à la fin parce que je veux arriver à Halifax puis être vraiment fier de ce qu'on a fait puis de ce que j'ai fait. » Puis le record, c'était fini, mais ça n'a pas tant changé le mindset de l'équipe. Puis ce mindset-là, il était en place avant qu'on se rende compte que la petite finalité qu'on cherchait, qui est beaucoup pour l'ego, ce mindset-là, lui, est instrumental. Ce qui n'est pas évident là-dedans, j'imagine qu'une fois que tu réalises, parce qu'il y a différentes personnes dans un groupe qui ont différentes motivations, c'est pour ça que quand tu choisis ton équipe, il faut qu'elle soit bien choisie, parce que là, quand le but qui est recherché, on le sait qu'on ne l'atteindra pas nécessairement, mais il faut dire au monde, continue à me pousser et continue à me suivre. Alors, on va se rendre au bout quand même. C'est là que souvent les défis vont arriver dans les équipes aussi. Y a-t-il eu des défis relativement à ça où tout le monde était pas mal sur la même page, dans la même direction, où il y a du monde qui ont dit, regarde, on plie bagage puis c'est fini? Non, tout le monde était pas mal sur la même page. Il y a personne qui a dit je m'en vais à la maison. Puis je pense que, puis évidemment, tu as 4, 5, 6 personnes qui dorment 2 heures par jour. C'est pas facile, mais des fois, dans ces situations-là, c'est pas tant ce qu'on. Il y a des choses à faire, il y a des gestions de crise ou de personnel à faire, mais si tu as rassemblé les gens autour de la bonne affaire dès le début, si les gens ils savent pourquoi ils sont là, pourquoi le travail qu'ils font est important, c'est plus facile de passer à travers ces petites tempêtes-là. Puis qu'est-ce que si, encore une fois, on parle d'un paquet de monde qui sont en affaires, qui ont des équipes, qui gèrent les équipes, à la lumière de ce que tu as vécu, s'il y aurait une recommandation que tu ferais aux gens qui gèrent des équipes pour, malgré les temps difficiles, les échecs ou les revers, pour continuer à tout le monde à être dans la même direction, quel conseil tu leur donnerais à ces gens-là? C'est important de rassembler les gens autour d'une mission forte qui va au-delà d'un chiffre ou d'une vente et puis tout ça. Quand tu as une mission qui est plus importante qu'un succès individuel, quand les gens ont l'impression que la mission elle a un impact, qu'elle fait une différence, qu'elle change le monde, une petite affaire, que ça vient aider, que c'est important. Si tu rassembles les gens autour de ça, moi, je pense vraiment que c'est comme ça que tu bâtis une armée, que tu bâtis un groupe. Parce que des difficultés, des différences, des frictions, il va toujours en avoir. Ça c'est comme... on l'oublie, mais c'est la partie la plus prévisible de tout ça, d'être en affaires. Mais c'est la raison pour laquelle les gens ils sont là est forte, puis que c'est ça qui est la colle dans le groupe. Les gens vont accepter de faire des compromis, les gens vont
accepter de changer le comment pour continuer de servir le pourquoi. Tu sais. Fait que cette mission-là, pour moi, est vraiment intéressante. Puis quand j'ai bâti mes projets, c'est toujours comme ça que je commence. Tu sais. L'idée, c'était pas de supporter. Tu sais, oui, il y avait le record cette fois-ci, mais c'était une des premières fois là, qu'il y avait une intention de si haute performance que ça. Mais j'ai toujours rassemblé des gens autour d'une idée. Puis d'un impact désiré. Puis les gens, c'est ça qui viennent aider et servir et pas moi. Là. Ben, merci. Je pense que c'est vraiment, tu as raison, il faut centrer les gens autour d'une mission. Puis je pense souvent on l'oublie en tant qu'entrepreneur, mais c'est bon toujours se le rappeler. Sébastien, c'est quoi les prochaines étapes pour toi à la lumière de ce que tu as fait? J'imagine qu'il y a un après cette traversée-là. Qu'est-ce que tu vas, à quoi tu vas commettre ton temps dans les prochains mois? Il manque pas de projet. Je suis encore en train de décortiquer tout ce qu'on a vécu cet été. On avait une équipe de tournage avec nous, on avait un photographe. Donc, pour moi, c'est du super beau contenu de conférence. Puis, encore une fois, non pas seulement l'exploit, mais tout ce qui a été appris. Tu sais, il y a des leçons de préparation, il y a des leçons d'exécution, il y a des leçons de travail d'équipe, il y a des leçons de leadership. Donc, moi, c'est ce que je fais, c'est d'aller extirper ça. Puis pour qu'en conférence, tu racontes pas ce que tu as fait, mais tu partages ce que tu as appris, puis tu le donnes aux gens pour qu'ils puissent s'en servir. Donc, ça continue. Puis ce projet-là m'a inspiré beaucoup et j'ai pivoté. Tu sais, je m'éloigne tranquillement du triathlon. Ça a été une passion pendant longtemps pour me concentrer sur l'ultra-cyclisme. Et puis, je me suis inscrit, j'ai été accepté au RAM, le Race Across America. Ah ouais, cool. Ouais, l'été prochain. Wow. C'est sur qualification. Et puis, ils ont regardé ce que j'ai fait cet été, puis ils ont dit que ça comptait. Wow. Et puis, je fais la course solo. Donc, ça va être... Très cool, ça. Ouais. Connais-tu des gens qui l'ont déjà fait? Ouais. J'en rencontre. Là, donc, ça fait partie de ma recherche en ce moment. Parler à des gens qui l'ont fait, des équipes de support. Et puis là, l'équipe est déjà presque pas toute assemblée, mais il y a certains piliers qui s'installent. Puis c'est la première des choses qu'on veut faire, là, apprendre de ceux qui l'ont déjà fait. Très cool. Wow. Pas mal intéressant. On va suivre ça avec attention, Sébastien. Mm-hmm. Écoute, avant qu'on tombe en enregistrement, on parlait de l'immobilier, puis j'aime toujours ça en parler un petit peu. L'immobilier a comme pris une petite place dans ta vie à un moment donné parce qu'on a parlé beaucoup ensemble, puis tu as décidé d'acheter une propriété à Québec. Tu as des projets de revente maintenant. Comment tu vois l'immobilier en tant que travailleur autonome? Mm-hmm. C'est ce que tu es présentement, tu es travailleur autonome, Sébastien? Oui. Comment tu vois l'immobilier dans le grand schéma des choses? Comment tu vois ça? Écoute, je suis pas un expert, mais avant qu'on se parle, j'ai essayé de penser aux ressemblances entre ce que vous faites, ce que je fais. C'est une industrie de services, pareil comme la mienne. Puis moi, ce que j'ai vécu en 2019, donc les conférences, moi, c'est Canada, US, Europe. En 2019, j'ai pris l'avion 102 fois et tu devines qu'en 2020, pas tant. Ouais. Et tu as beaucoup de gens qui offrent des conférences. On continue à en donner, je pense. J'ai vu Sylvain, j'ai hâte de rencontrer. C'est pas rencontré. Non, j'ai jamais rencontré Sylvain. Je ne le connais pas, mais tu sais, pour moi, Sylvain, c'est comme le Yvon Deschamps des conférenciers. C'est un pionnier. Tu sais, c'est des gens qui faisaient ça quand personne ne faisait ça. Tu sais, moi, c'est ça j'aimerais ça parler de ses débuts avec lui. Mais je te donnerai son cellulaire. Good, je vais le harceler. Mais écoute, pour revenir à mon parallèle, c'est que puis au final, en 2020, j'ai donné autant de conférences qu'en 2019 avec des honoraires à peu près intacts. Et ça m'a fait penser à ce que vous faites. Tu sais, ce défi-là d'éducation, que les gens ils comprennent la valeur de vos services, puis pour pas que il y ait dans les trucs sans commission et puis tout ça. Puis moi, cette pandémie-là, quand les gens offraient des honoraires plus petits, à cause qu'on se déplaçait pas parce que c'était virtuel, pour moi, c'était un red flag parce que ça disait, si tu loues mon temps,
je me rapproche d'une commodité, puis c'est certainement pas une business où je veux être. Donc, pour moi, ça a été un rappel super intéressant sur, tu sais, t'as beau faire un show sur stage, là, mais l'important, c'est la pertinence, la profondeur de tes propos. L'important, c'est de travailler sur ta marque personnelle. L'important, c'est d'amener de la valeur, tu sais, puis de vraiment avoir quelque chose, tu sais, qui, peu importe, que ce soit en virtuel ou en présentiel, que ça aide. Et ça a été un rappel vraiment, vraiment c'est une bonne important. question pour quelqu'un comme toi. C'est quelqu'un qui négocie tes honoraires. À combien vous valorisez mes honoraires versus l'impact que je vais avoir dans la foule? Ouais. Parce que là, ils vont dire, ben là, je sais pas combien de personnes vont influencer puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ben, c'est justement ça. Parce que je pense que l'impact va être beaucoup plus grand que ce que vous pensez que ça va vous coûter ou ce que vous pensez que ça vous coûte. Ben oui. Oui, ben exactement. Donc, on a ce devoir d'éducation-là, ce devoir-là d'être remarquable, tu sais, quand on est devant les gens, et puis de leur faire comprendre là, l'impact, parce que c'est écoute, moi, mon courtier, le courtier avec qui je travaille, puis là, bon, l'immobilier personnel, mais là aussi comme mode d'investissement maintenant. Écoute, ce courtier-là a tellement un impact profond sur ma vie. Ce courtier-là, il fait pas juste des transactions, il connaît ma personnalité, il sait où je m'en vais, il y a un impact, il y a un plan pour moi. Tu sais, c'est quand même un courtier, il y a un plan. La dernière fois que j'ai rencontré, il m'a dit, Seb, j'ai un plan pour toi pour les prochaines années, tu sais, voici ce qu'on va faire, tu sais. Fait qu'il apporte, jamais je vais arrêter de travailler avec Mathieu, ce courtier-là, parce que. C'est un courtier qu'on t'a référé d'ailleurs. Ben absolument. On peut le nommer Mathieu Kennel. Mathieu Kennel, ben oui. Donc, ouais, il y a plein de parallèles en ce qu'on fait, je pense. Ben, écoute, c'est bien intéressant. Puis est-ce que Mathieu t'a parlé d'un plan pour tes prochaines années? Est-ce qu'il t'a parlé d'investissement pour venir bonifier ce qu'un travailleur autonome fait? Est-ce que tu vois une partie de tes actifs investis dans l'immobilier? Ben oui, absolument. C'est ce que je fais avec lui. Absolument. Pour moi, c'est un véhicule super intéressant. C'est pas tous mes investissements, mais évidemment, pour moi, ça en prend. Puis je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun. Good. Sébastien, je te remercie d'avoir pris un petit peu de temps avec moi. Je suis content qu'on ait rattrapé un peu le temps perdu, mais je pense que les gens ont à retenir qu'une équipe autour d'eux autres, c'est important de bien la monter, puis avoir une mission autour de ça. Puis j'aime ça, c'est le parallèle que tu fais par rapport au vendre nos services, tu sais. C'est la valeur que des fois est dure à quantifier aux yeux des gens. Pour nous, c'est plus facile parce que je dis à quelqu'un, je vais vendre ta propriété au-delà du prix de vendu à 105, 110, 115 % du prix affiché. Il y a une valeur qui est là, qui est tangible. Dans ton cas, c'est au niveau de l'impact que tu donnes dans la vie des employés ou des gens que tu rencontres, puis ça ne se monnaie pas. Bon, il fallait que je te donne le mot de la fin, Sébastien, je m'excuse. Ce que je disais, en fait, c'est le parallèle entre vendre nos honoraires et vendre les tiens. Mais je te laisse le mot de la fin par rapport à ça, puis aux gens qui sont dans le domaine de la vente, dans le domaine du service, parce que tu fais, parce que tu as vécu des expériences comme avec Mathieu à Québec. Je pense que c'est important que les gens aient une approche différente par rapport à ça. Puis, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui sont dans le domaine de la vente ou qui recherchent un professionnel, comment voir les choses? Je pense qu'un engagement, tu sais, parce que j'ai parlé de cette pandémie-là qui est un rappel sur l'importance, tu sais, notre contenu, notre expertise, tu sais. Donc, quand la business va bien, c'est facile d'oublier de continuer de se développer. Et ça, moi, personnellement, professionnellement, comme athlète, cette constance-là, cet engagement-là envers, tu sais, un développement, envers une croissance personnelle, professionnelle, c'est toujours se former, toujours apprendre. Ça, pour moi, c'est vraiment la clé du succès. Puis, parce que si tu le fais, si tu attends de le faire parce qu'il faut que tu le fasses ou tu es obligé, tu as un retard sur le reste du pack irrattrapable rendu là. Il faut toujours que tu te réinventes en affaires. Hein? Des fois, c'est drôle parce que mon équipe dit des fois, Maxime, si bol, ça va vite tes affaires, tu as tout le temps des nouvelles idées. Mais tu n'as pas bien le choix. C'est la nature de ce qu'on fait, c'est de se réinventer et de savoir créer des nouvelles opportunités. Oui, pas trop d'attachement émotif, tu sais, à certains de nos procédés, à certaines de nos façons de faire. C'est parce que c'est difficile parce que c'est sûr, c'est facile de s'attacher à quelque chose qui fonctionne, puis à développer une croissance, puis à vouloir continuer de faire ça.
Sauf que si on est capable de toujours avancer, toujours réinventer, toujours évoluer. Moi, évoluer, c'est vraiment un mot que j'aime beaucoup. Tu sais, réinventer, je pense qu'on est tanné, pas tanné, je veux dire, c'est pertinent, mais je veux dire, on a beaucoup entendu ce mot-là. Gestion du changement, on est un peu tanné d'entendre ça. Donc, cette idée d'évolution-là, puis d'évolution constante. Pour moi, c'est ce qu'on faisait avant, c'était parfait, mais là, ça évolue. Puis si tu évolues tout le temps un petit peu, c'est pas trop un fardeau, puis ça devient gérable. Puis en autant que tu as une constance, tu sais, à ce niveau-là, ça va bien. Je pense que la vie a besoin de défis aussi. Hein. Moi, je suis même avec mes enfants aussi. Je leur montre de relever des petits défis. L'été passé, on fait de la traversée de Charlevoix. Oui. Là, ils s'attendent à quelque chose de plus gros l'été prochain, puis ils sont bien excités par rapport à ça. Good. Ouais, certain que tu as des idées. Oui, écoute, je vais annoncer ça bientôt. Ça va être le fun. Oui. Good. Sébastien, merci pour tout. J'ai hâte de te revoir. Puis merci m'avoir accordé ce temps-là. Puis j'espère que ça va inspirer quelques personnes à se réinventer de temps en temps puis à relever des défis. Merci, Fantastique, merci.